Bonjour Claude, Bonjour Lucie. merci infiniment d'avoir accepté ce recueil de témoignages. Je suis honorée, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. Je suis ravie d'être là pour cette interview. Comment c'était l'école pour toi? Exactement, cette question phare qui me tient à cœur, juste pour rappeler quelle était la genèse de cette histoire de recueil de témoignages. Simplement, l'idée en fait, lorsqu'une maman m'appelle et me demande des tips ou en tout cas des conseils par rapport à son enfant qui est en difficulté scolaire. Et elle-même en fait avait peur pour l'avenir de son enfant. Et j'ai simplement commencé mon premier recueil de témoignages avec Julien Perron. Et tout a commencé avec ça. Donc moi, je suis ravie que tu sois là parce que tu vas pouvoir partager ton histoire, ton vécu, ton parcours scolaire, mais également un retour d'expérience par rapport à ton métier d'accompagnante et de formatrice. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, Claude? Oui, bien sûr. Donc, je suis Claude, conférencière, créatrice d'humanisme, coach et formatrice. Et je suis ravie d'être là pour parler de cette belle thématique et pour parler aussi d'humain. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, à cette question phare, répondre comment c'était à l'école pour toi, Claude? Génial. Ben, je vais vous raconter, je suis fille d'institutrice. Et donc, l'école a toujours été quelque chose de sérieux pour moi. Donc, si vous voulez des dictées, j'en ai fait avec une maman institutrice. Et du coup, moi, j'allais dire, il y a eu deux temps. Le premier temps de la maternelle et du collège, où globalement, bah, ça s'est très bien passé, très bonne élève, très appliquée, petite rature, je déchirais la base et je recommençais. Je faisais aussi les cours et l'école dans ma chambre, hein, comme maman. Et puis plus tard au lycée, ben, un peu plus rude, hein, ça a été semblable au Mont Blanc avec un peu plus de difficultés. Ok, ok, Claude. Quand tu parles de difficultés, est-ce que tu peux plus nous en dire? Oui, bien sûr. Bah, c'est l'époque de la seconde qui est plus difficile, première, voilà, avec quelques matières qui ont été plus rudes, parce que bah, aussi le temps des sorties, le temps de l'amusement, etc., etc. Parce que bah, j'étais une grande fêtarde aussi. Voilà, j'aimais bien sortir et m'amuser. Mais globalement, voilà, ça s'est bien passé. Il y a des matières qui m'ont demandé plus d'efforts, hein, au quotidien au lycée. Et l'orientation aussi. Donc, moi, je me suis orientée plutôt sciences éco, maths, Ok. voilà, pour des études de commerce. Et quel était ton rapport avec les notes, tes évaluations? Alors, globalement, mon rapport avec les notes était bon, sauf en allemand où ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. En quatrième, j'ai eu une professeure petite, très froide, hein, une teigne en fait, hein, dans mon souvenir. Et l'allemand a été assez compliqué pour moi. Je me levais à 6 heures du matin pour apprendre par cœur des Oh, dialogues. ok. Et ça a été plutôt une expérience, j'allais dire compliquée, du haut de mes 14-15 ans, difficile et douloureuse à vivre, tant et si bien qu'en fin d'année, je n'en pouvais plus. J'ai rattrapé en juillet, août les cours d'espagnol pendant un an pour, à Oh la là là. rentrée d'après, me mettre dans un cours d'espagnol qui était beaucoup plus agréable dans l'apprentissage. Ok. Et quand tu parles d'expériences douloureuses, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, se lever à 6 heures du matin pour répéter de l'allemand par cœur et puis arriver à avoir un 10, 11, 12 en répétant, répétant, répétant. Et puis c'était aussi l'appréhension, c'est-à-dire pédagogiquement, il n'y avait rien qui était lié au plaisir, à l'envie. Bref, c'est une enseignante qui ne m'a pas donné envie d'appréhender l'allemand et qui ne D'accord. m'a pas initiée en fait. Ok. Et donc, si je te pose la question sur quelle a été ta pire expérience dans ton parcours scolaire, tu me répondrais quoi? Je répondrai ça, je répondrai l'allemand et puis je répondrai aussi, alors pire, j'ai pas eu vraiment de pire Ok. expérience. Je dirais plutôt que j'appréhendais les examens.
Ok. assez sensible. J'appréhendais plutôt les examens, donc les bacs blancs, les oraux pas trop parce que j'ai toujours été à l'aise à l'oral, plus au niveau des écrits. Et du coup, difficile à vivre en amont. Puis après, quand c'était passé, c'était passé. Euh, une anecdote au niveau de la prof d'histoire géo qui a dit un jour à ma mère, quand elle est allée la voir, comment ça va Claude en histoire géo? Elle a répondu, oh, sachez qu'elle s'en sortira toujours, vous verrez, dans sa vie future, elle s'en sortira. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Et la prof Waouh, donc, d'histoire géo était gênée parce que je lui posais trop de questions. Voilà. Anecdote qui m'a fait sourire quelques années après, parce que quand on arrive en entreprise pour un audit, pour faire un état des lieux avec les dirigeants, les managers, les équipes, bien évidemment, la première étape, c'est de poser des questions et de creuser. ouais, quelle Voilà. compétence. Tu m'étonnes. Elle, Alors, ça lui plaisait pas, hein. Ça lui plaisait pas du tout. ouais, je fais l'hypothèse que le fait de l'interrompre avait un impact sur son calendrier, et, les échéances qu'elle avait à tenir. Et justement, en fait, par rapport à ce que tu parlais de tes examens et de cette difficulté, mais elle était de quel ordre, en fait? Quelles étaient cette... j'entends douleur, en fait, quand tu parles d'examen, de douleur au préalable. C'était que sur certaines matières qui ont été plus difficiles, D'accord. surtout liées à des professeurs en fait. Voilà, il y a des professeurs avec qui Ok. ça passe mieux, qui ont une pédagogie, qui donnent envie, qui nous font aimer cette matière. Puis il y en a d'autres avec qui c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc voilà, quelques professeurs avec qui j'ai eu plus de mal. Hmm. Ok. Et si je te renvoyais vers une expérience la plus heureuse que tu as eue dans ton parcours scolaire? Alors l'expérience la plus heureuse, ça a été des expériences en fait à l'étranger. Quand en seconde, j'ai voulu partir en Angleterre, travailler là-bas pendant l'été, 2 mois. Et en arrivant à Londres, à Piccadilly Circus, c'était le premier jour. J'ai été manger le classique hamburger à Piccadilly Circus. Et il se trouve que ce jour-là, on m'a volé mon portefeuille, mon sac avec tout dedans. C'est-à-dire, Oh j'avais mes non. traveler checks pour un mois et je me suis retrouvée sans rien, avec très peu de connaissances puisque j'arrivais, c'était ma première journée. Donc finalement, je suis allée à l'ambassade de France où ils ont fait appeler mes parents. Et l'ambassade de France me dit, je pense qu'il va falloir que vous rentriez parce que là, vous n'avez plus du tout de liquide, plus rien. À l'époque, il n'y avait pas de carte bleue, hein, c'était les traveler checks. Et cette première journée, en fait, j'avais été intégrée dans un appartement avec des colocataires qui venaient de tous les pays du monde. Et j'avais mon job dans un grand restaurant français. Et j'étais au bar, je faisais les cocktails. Et là, je dis au monsieur de l'ambassade de France, ah non, non, moi je reste là, je suis là, je reste là. Je m'étais débrouillée pour qu'on me prête quelques sous pour les 3-4 jours de la semaine. Et puis mes parents m'ont envoyé voilà, un virement via l'ambassade de France. Et je suis restée là et puis je suis restée 2 mois avec une expérience extraordinaire. Oh, génial. Au bar en plus, Claude. Voilà. Déjà, ma réputation était faite. Et sinon, quand est-ce que tu as su et comment, en tout cas, tu t'es orientée, en fait? Eh bien, je me suis orientée vers des formations plutôt généralistes. D'accord. Et à ce moment-là, dans ces formations généralistes, j'ai découvert que les métiers qui m'attiraient, ou en tout cas les matières qui me passionnaient le plus, étaient les ressources humaines, la communication, la publicité, le marketing. Et donc, très vite, après 2 années, j'ai poursuivi en gestion commerce et puis après un DESS, information et communication des organisations à Bordeaux. J'ai trouvé ma voie en fait au fil de l'eau. Ok. Au fil de l'eau, donc, euh, par les opportunités, les rencontres. Oui, à la fois par les enseignements que j'ai reçus, par les rencontres, en rencontrant des professionnels. Notamment, je me souviens d'un super prof qui nous faisait la publicité, un professionnel qui était passionnant. Et puis après, j'ai rencontré pas mal de monde dans ce milieu-là, la publicité, la communication. J'ai fait un superbe stage à l'aéroport Marseille-Provence. Et puis tout ça m'a emmenée voilà, à être communicante quelques années après.
C'est top, comme quoi les rencontres enfin, révèlent en fait et apportent des opportunités. Oui, les rencontres Maintenant, ont du sens. exactement. Oh que oui. Et par rapport en fait à ces talents, ces compétences, ces forces que tu as, quand est-ce que tu as pris conscience de cela? À ce moment-là, pardon, j'ai un souci de voix ce soir. À ce moment-là, quand j'ai dû travailler en équipe en fait avec des étudiants, j'ai tout de suite remarqué que j'étais un bourreau de travail. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je me souviens de nuits blanches de travail au grand désespoir des personnes qui étaient avec moi dans l'équipe. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, des talents de communication, puis des talents pour entraîner les autres aussi, hein, en groupe, dans l'organisation des projets, dans l'organisation des événements. Donc c'est par la pratique, parce que ces compétences-là, est-ce que tu avais pris conscience de cela en fait dans ton parcours scolaire, ou c'est lorsque tu as intégré en fait le monde professionnel où tu as pris conscience de tout ça? Donc, j'ai pris conscience de mes talents au moment de mes études supérieures. Ok, Parce que j'ai d'accord. choisi des études supérieures avec des mises en application, avec des professionnels qui ont fait que les travaux de groupe ont été quelque part assez importants. Et du coup, ça m'a véritablement boosté, ça m'a permis de mettre en œuvre voilà, avec facilité. J'ai trouvé ma passion. Ok, merci beaucoup pour ces informations en tout cas partagées. Une de mes questions également, je sais que tu accompagnes, que tu formes, et j'aurais aimé, s'il te plaît, que tu nous fasses un retour d'expérience, en tout cas un partage sur le lien que tu peux faire entre difficultés scolaires et estime de soi. Oui, eh bien, j'ai envie de parler de plusieurs histoires. La mienne, en fait, m'a permis d'être éduquée, entourée par des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui nous ont donné beaucoup d'amour à ma sœur et moi. Et j'ai été vraiment construite avec une estime de soi importante, forte, avec des parents toujours là, à l'écoute, présents et généreux. Ça, c'est important, c'est pour moi. Et en même temps, j'étais la petite sœur d'une sœur malade. Et donc, nous avons fréquenté les hôpitaux, les cliniques, suite à un accident qu'elle a eu à l'âge de 8 ans. Et donc, pendant toute notre vie, nous avons été à l'hôpital. Désolée, je n'ai plus de voix, j'ai parlé toute la journée. Et du coup, il se trouve que j'ai aussi vu les difficultés scolaires de ma sœur dues à la maladie, les difficultés physiques, les difficultés d'apprentissage parce qu'elle était souvent absente de l'école. Et j'ai été témoin en fait du regard des autres, le regard des autres enfants, le regard des autres adolescents au lycée. Et donc, j'ai dû assumer, porter le regard finalement d'une sœur qui était chère à mon cœur. Et je me suis battue très vite par rapport à ce regard qui pour moi était pas du tout humain et pas du tout respectueux de la personne humaine. Et puis j'ai envie de te parler d'une dernière histoire, de vous parler d'une dernière histoire. Dernièrement, j'étais avec un groupe sur un séminaire leadership. Et à la fin de la journée, une personne qui s'appelait Vanessa m'a interpellée et puis voilà, et vraiment a craqué en fin de journée avec les larmes aux yeux et qui m'a expliqué ses difficultés de vie. Elle m'a expliqué en fait petite les difficultés qu'elle a eues parce qu'une personne avec de l'embonpoint. Et elle a eu le regard des autres enfants à l'école, à la maternelle, à l'école primaire, au lycée, tout au long de sa vie, qu'elle n'a pas bien supporté, vous vous en doutez. En plus, étant donné que c'était lourd à porter pour elle, elle n'en a pas parlé à ses parents, donc elle s'est renfermée sur elle-même. Et à l'âge de 35 ans, elle arrive en formation leadership et elle me livre cet aspect-là. Elle me dit, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas d'estime de moi.
J'ai eu une enfance difficile. J'ai du mal encore à assumer. Aujourd'hui, si je suis dans une formation leadership, c'est parce que mon manager m'a envoyé, parce que lui a confiance en moi et pense que je peux évoluer. Et cette expérience, elle est extrêmement riche. Nous avons beaucoup travaillé. Ensuite, on a fait le point. Hein, on a réalisé un coaching qui lui a permis de prendre conscience que si elle était là aujourd'hui, c'était parce qu'il était temps que les choses changent et qu'elle prenne sa vie en main. Donc, nous voyons là l'effet terrible du mal-être scolaire, du harcèlement, on peut parler d'harcèlement ici, qui a fait que jusqu'à l'âge adulte, du haut de ses 35 ans, elle n'a pas pu véritablement se construire. Elle s'est construite au niveau professionnel, mais pas personnel. Et elle réalise que c'est dû à cela et aujourd'hui, elle veut prendre sa vie en main. Merci beaucoup, Claude, pour ce partage qui est important. Et il est vrai que prendre conscience que on peut aller, en tout cas, apprivoiser nos blessures, ou en tout cas par l'accompagnement et par, en tout cas, l'aide, demander de l'aide à des professionnels. Merci beaucoup. Merci, Claude. Dis-moi. Tu parles d'aide, c'est pour moi une clé, c'est-à-dire nous sommes tous des parents, repérer nos enfants, les regarder comment ils se comportent, regarder leur communication non verbale pour pouvoir agir, interagir avec le milieu enseignant, les enseignants, mais aussi avec des personnes qui peuvent aider lorsqu'il y a un malaise, encore faut-il détecter le malaise, Oui. ou des coachs comme toi qui sont à disposition. Toi, par exemple, au niveau de la petite enfance, moi, plutôt à l'âge des études supérieures, pour les orienter. Mais en tout cas, les aider, les accompagner pour qu'ils puissent dire et communiquer sur ce mal-être. C'est primordial pour qu'ils soient pleinement des adultes heureux plus tard. Oui, je partage totalement. Alors justement, ma dernière question en lien avec est-ce que est-ce que tu as des conseils ou un conseil à donner aux parents qui rencontrent, qui ont des enfants qui vivent des obstacles scolaires? En lien avec cette interview, en fait, 4 clés, j'ai envie de vous donner, c'est les 4 clés dont je viens de parler. La première, c'est l'amour, donner de l'amour à son enfant, à son ado. Ça paraît une évidence, ça paraît facile. C'est pas tout le temps facile au quotidien d'être là dans l'amour. En 2, je dirais la générosité. Générosité pour l'autre, être là quand il a besoin, savoir aussi creuser, clarifier, comprendre. Et c'est lié à la 3e clé, l'écoute, être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ce qui est dit, parce que parfois ce n'est pas dit, mais c'est dit d'une autre manière, en non-verbal, ou avec des comportements ou des attitudes du corps qui font que. Et puis, avec l'écoute, bien sûr, la communication, aider l'enfant, aider l'adolescent à communiquer, à parler, en l'aidant tranquillement, si nous pouvons, nos parents, ou alors avec des personnes qui vont être aidantes. Donc, en résumé, amour, écoute, générosité et communication. Ok, merci beaucoup, Claude. Merci infiniment pour ces partages qui sont des pépites simplement. J'espère que les parents et les jeunes, si ils t'écoutent, pourront en tout cas être conscients que c'est une question. Est-ce que j'ai pu, en tout cas, récolter de ce que tu dis, d'expérience, d'opportunité, de pouvoir comprendre que c'est au long cours qu'on prend conscience de nos forces et de nos talents et peut-être également de nos pistes d'amélioration, de nos défauts, mais surtout que on devient en fait, on acquiert, on grandit et que le parcours scolaire est un état, est un passage, mais qu'il y a bien plus au-delà en fait. Et pensez aussi aux parents que nous sommes par rapport à ces enfants et par rapport aux notes dont tu parlais tout à l'heure. En général, la culture à la française, c'est « Oh là, attention, tu n'as pas une bonne note en maths. » Et l'histoire géo, alors qu'à l'américaine, ce serait plutôt « Waouh, tu as 3 super bonnes notes en dessin, en biologie, en français, 3 notes, bravo, super, félicitations. » Et les 2 notes
où vraiment il va falloir que tu progresses, effectivement, eh bien, ces deux notes-là et je t'encourage vraiment à progresser. Mais bravo, félicitations. Wow, et la valorisation. Et il est Merci, vrai Claude. que dans notre culture, hein, on n'a pas appris vraiment ce genre de choses. Hein. Donc, c'est faire des feedbacks positifs, c'est dire les choses, mettre en avant les talents, et puis souligner les axes de progrès, mais plutôt comme un axe de progrès et pas comme vraiment une lacune, quelque chose qui est un gros défaut. Voilà, et ça, c'est important. La valorisation, l'accompagnement, la félicitation booste, encourage et valorise. Oh, merci beaucoup. Parce que nous avons Marie-Dominique avec nous, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as une interrogation ou des interrogations? Moi, j'avais une question suite à l'expérience là, décrite par Claude. C'est finalement quand elle s'est retrouvée, on va dire, après le bac, parce que souvent c'est là où se posent pas mal de questions aussi sur l'orientation, savoir si elle avait conscience déjà de ce qu'elle voulait faire ou pas. Et finalement, est-ce que pour elle aujourd'hui, avec le recul, elle a une carrière ou des carrières? Ah, très, très intéressante comme question, Marie-Dominique. Alors, j'ai pris conscience de mon orientation après le baccalauréat, au moment de mes 2 années d'études supérieures après la terminale. Et c'est là vraiment que j'ai su quelle était ma voie et quelle stratégie aussi j'allais mettre en œuvre pour arriver à réaliser une carrière dans la communication notamment. En fait, j'ai eu 8 ans dans le domaine du marketing et de la communication dans 3 entreprises avec des expériences diverses et variées, un management patriarchique à la française dans l'industrie. Ensuite, j'ai eu le domaine des réseaux avec un management à l'américaine. Puis, j'ai été directeur marketing communication plutôt dans les réseaux avec un management, un PDG australien. Et puis, un management asiatique avec un dirigeant et les usines à Taïwan. Et donc, ça, c'est ma première carrière, on va dire. Et puis ensuite, virage professionnel. Et j'ai décidé de devenir consultante formatrice. Et cela depuis 20 ans. Ensuite, coach et ensuite conférencière pour passer un message plus important au monde parce que c'est un message qui me tient à cœur. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai des métiers, effectivement, et des carrières qui contribuent au même but, à la même vision, qui est vraiment ma passion pour l'humain, pour plus d'humains dans l'entreprise, dans les organisations publiques et privées. Donc, oui, des carrières aujourd'hui, et puis c'est ce qui fait aussi l'épanouissement. Ok, merci. Marie-Dominique, tu parlais également du partage d'expérience par rapport à la jeune femme qui a rencontré un harcèlement, en tout cas des difficultés scolaires, c'est bien ça? Tu parles à qui, pardon, Lucie? Oui, Marie-Dominique, c'est toi. Oui, Tu c'est-à-dire? voulais également avoir des informations sur la jeune femme qui était en harcèlement, c'est ça? Pas nécessairement la question, non, portait plus sur les différentes carrières qu'avait eu Claude. Voilà, et savoir en fait ce qui l'avait guidé. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs guides. En fait, on peut suivre, je pense, des études de manière un peu logique. Mais ce qui est important, et je pense que ce que dit Claude, qu'elle a redit là, c'est que finalement, c'est aussi par rapport à sa personnalité, à ses valeurs qu'on se construit et qu'on va trouver finalement un fil conducteur. Si j'écoute ce qu'elle dit, c'est un peu ça. C'est que finalement, c'était la communication, l'humain, l'autre. Et que du moment qu'on est peut-être clair avec ça, au final, on peut avoir plein de métiers différents autour de ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut éclaircir, en fait, dès le départ. Moi, c'est ce qui m'aurait manqué au départ, voilà. Oui, et puis j'ai eu la chance en fait de rencontrer des personnes clés dans le monde professionnel qui m'ont donné énormément de chance, qui m'ont fait évoluer et qui m'ont tiré vers le haut. Voilà, en mes 8 années de carrière, j'ai vraiment eu des personnes qui sont encore là dans ma mémoire et qui m'ont permis d'évoluer très vite. Des hommes qui m'ont donné une grande chance professionnelle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, 3 entreprises en 3 ans, directeur marketing communication à 28 ans. Et je me suis amusée, j'ai éprouvé beaucoup, beaucoup de plaisir. Et comme je suis une personne qui aime apprendre, en fait, j'aime apprendre, j'aime évoluer, j'aime les challenges, bah, effectivement, tous ces métiers, ces casquettes différentes
sont aujourd'hui presque mélangées, mais avec véritablement ce que tu disais, Marie-Dominique, c'est-à-dire cette vision commune, ce cadre qui est clair et cette volonté que j'ai moi dans ma passion de mettre plus d'humain dans l'organisation et plus de communication et de respect de la personne humaine. Et ça, c'est dû aussi à l'histoire que j'ai eue avec ma sœur dans les hôpitaux, qui a fait que quand on vit avec une personne malade, on appréhende l'humain différemment. Et l'humain a beaucoup plus d'importance. J'ai eu envie de dire, mon cœur a grossi, s'est agrandi, qui fait que je considère l'autre différemment. Et à contrario, eh bien, quand une personne ne respecte pas quelqu'un dans l'organisation, etc., ben, bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter parce que pour moi, l'humain, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Ok. Claude. Merci Marie-Dominique pour ces questions qui concluent bien cette interview. Merci à toi, Lucie, de m'avoir invitée. J'ai été ravie. Mais écoute, tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle continuation à toutes les deux. Merci Lucie, merci Claude. Alors du coup, je me suis invitée à votre petit échange. Très sympa. Tu as été notre invitée privilégiée. Voilà, Merci super. Marie-Dominique. Merci, à bientôt. Je vous souhaite une très, très belle continuation. Merci beaucoup.